Eh bien bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour la première de ces deux vidéos que je vous ai promises pour compléter notre cours de droit constitutionnel deuxième semestre et en particulier la troisième partie qui devait traiter, comme vous le voyez dans le plan, des pouvoirs juridictionnels. Alors je vous l'avais dit, ce titre, les pouvoirs juridictionnels, que j'ai donné à cette troisième et dernière partie est un petit peu étrange parce que normalement, dans la logique de ce grand principe du droit constitutionnel qu'est la séparation des pouvoirs, j'aurais dû appeler cette troisième partie le pouvoir judiciaire. Bien sûr, la première partie que nous avons traitée était consacrée au pouvoir exécutif, la seconde partie était consacrée au pouvoir législatif, et normalement, nous devrions avoir une troisième partie consacrée au pouvoir judiciaire. Et si nous étions américains, si je vous faisais ce cours évidemment aux États-Unis, eh bien évidemment, je n'aurais aucun scrupule à appeler cette troisième partie le pouvoir judiciaire. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, le pouvoir judiciaire est une réalité très importante dans la Constitution et qui est caractérisée par cette juridiction unique, la Cour suprême, qui est au sommet d'absolument tout l'ordre judiciaire, juridictionnel américain, aussi bien l'ordre juridictionnel fédéral que l'ordre juridictionnel, les ordres juridictionnels fédérés pour les États fédérés. Mais nous ne sommes pas américains et en France, ce n'est pas possible d'intituler la troisième partie de ce cours le pouvoir judiciaire. Alors, quelques mots d'introduction d'abord pour vous expliquer cela et en même temps resituer évidemment le plan et la systématique de toute cette partie. Pour quelle raison, donc, premier point, est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'expression pouvoir judiciaire dans le plan d'un cours sur le droit constitutionnel français? Eh bien parce que nous avons une histoire compliquée qui, en France, vous savez déjà que nous avons une histoire compliquée parce que c'est vrai sur beaucoup de points, riche et compliquée, cette histoire. Et donc cette histoire compliquée a fractionné la compréhension théorique d'un pouvoir judiciaire en France. Alors, quelques mots d'introduction historique pour expliquer ça. Évidemment, sous l'Ancien Régime, j'allais dire, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait même pas de problème du tout et pas de pouvoir judiciaire du tout, puisque, comme vous le savez, l'Ancien Régime vivait une situation dans laquelle, de confusion des pouvoirs, dans laquelle tous les pouvoirs étaient détenus dans la main du roi, aussi bien le pouvoir exécutif que le pouvoir législatif que le pouvoir judiciaire. J'ai souvent utilisé l'image devant vous dans laquelle Louis XIV, le matin, quand il signait un édit ou une ordonnance, il était pouvoir législatif. Quand, en début d'après-midi, il s'occupait d'examiner les dépêches, les relations avec les intendants dans les provinces, il était pouvoir exécutif. Et le soir, quand il montait au conseil, parce qu'ils étaient à l'étage du palais de Versailles, quand il montait au conseil des partis, eh bien, il devenait le pouvoir judiciaire. Et oui, sous l'Ancien Régime, le roi était source de toute justice. Ça nous paraît un peu étonnant, mais quand vous regardez par exemple aujourd'hui la constitution de Monaco, eh bien vous vous rendez compte que dans la constitution de Monaco, la justice découle du prince. C'est le prince qui est source de toute justice. Quelquefois, ça pose des problèmes aujourd'hui à Monaco parce que cette conception un petit peu ancienne a du mal à se concilier évidemment aujourd'hui avec l'appartenance de Monaco au Conseil de l'Europe, aux pays européens, etc., qui postulent l'indépendance des pouvoirs judiciaires. Donc quelquefois, ça fait des étincelles dans la vie politique monégasque. Vous en avez vu un écho pour ceux qui sont lecteurs du Monde ces derniers jours, puisqu'une série d'articles dans le Monde a rappelé combien il était difficile de vivre l'indépendance de la justice à Monaco dans un système qui, historiquement, confie toute la justice au prince. Voilà. Mais laissons de côté Monaco, évidemment, et revenons à notre histoire. Donc, sous l'Ancien Régime, le roi était source de toute justice. Bien sûr, il ne pouvait pas exercer cette justice au quotidien tout seul, et donc il la déléguait à des officiers qui rendaient la justice, mais en son nom. Et en dernière analyse, le roi sous l'Ancien Régime pouvait évoquer en quelque sorte les causes qui avaient été jugées par les cours
souveraines, qu'on appelait les parlements sous l'Ancien Régime. Rien à voir avec le parlement au sens moderne. Sous l'Ancien Régime, le mot parlement exprime en réalité uniquement l'existence d'une cour de justice, un peu comme une cour d'appel. Et donc le roi, il pouvait appeler les causes qui avaient été jugées par les parlements et les casser quand elles lui paraissaient avoir été mal rendues. C'est l'origine, évidemment, de la cassation. Mais, évidemment, la cassation d'aujourd'hui, elle a un tout autre sens, puisque le recours en cassation, le contrôle de cassation, vise à examiner si les juridictions ont bien respecté le droit, tandis que sous l'Ancien Régime, la cassation exprimait tout simplement le fait que le roi était le boss, la source de toute justice, et qu'il pouvait à tout moment appeler des décisions rendues par ses délégués, ses officiers, et les casser si elles ne lui plaisaient pas. Voilà. Alors, bien évidemment, ceux d'entre vous qui aiment l'histoire et qui connaissent l'histoire du XVIIIe siècle savent que la relation entre le roi et ses cours de justice, ses officiers de justice, a été compliquée au XVIIIe siècle et que c'est même la source la plus importante au XVIIIe siècle d'opposition au pouvoir monarchique. Longtemps, les membres des cours souveraines ont voulu faire sentir qu'ils étaient quelque chose, s'arracher en quelque sorte à la dépendance du pouvoir du roi. Et évidemment, pendant tout le XVIIIe siècle, il y a eu des conflits fréquents entre le roi et ses parlements et ses autorités de justice, mais à chaque fois, c'était le roi qui gagnait, parce que constitutionnellement, il ne pouvait pas ne pas gagner dans la mesure où il était la source de toute justice. Simplement, cette petite guéguerre entre les parlements de l'Ancien Régime et le roi a empoisonné la vie politique au XVIIIe siècle de l'ancienne France, a rendu les choses très difficiles. Chaque fois, il fallait que le roi fasse un acte d'autorité particulièrement fort, qu'il se rende au palais de justice de Paris, là où siégeait le Parlement de Paris, et que dans ce qu'on appelait un lit de justice, une séance très solennelle, il imposait, il brisait par sa volonté la résistance des parlements, et il leur imposait sa volonté. Voilà. Alors, tout ça, c'est de l'histoire, évidemment, maintenant. Mais l'intérêt, et nous arrivons directement à la question, c'est de savoir comment la Révolution va se comporter par rapport à cet héritage. Eh bien, la Révolution va se comporter par rapport à cet héritage de deux façons. D'une part, elle va briser les parlements de l'Ancien Régime, donc elle va les mettre en congé, et elle va essayer de bâtir une nouvelle organisation juridictionnelle. Évidemment, c'est un petit peu injuste d'une certaine façon, parce que les parlements, par leur opposition à la monarchie absolue, avaient d'une certaine façon, avec d'autres causes, avaient d'une certaine façon préparé la Révolution. Mais la Révolution, évidemment, elle a bien compris le risque que présentaient ces parlements, ces cours souveraines, et elle a entendu les briser. Et puis, dans un deuxième temps, et c'est ça le plus important peut-être que vous devez bien comprendre, la Révolution a entendu faire en sorte que les tribunaux qu'elle allait recréer, et qui, d'une certaine façon, sont à l'origine de nos tribunaux d'aujourd'hui, que ces tribunaux ne devaient constituer en rien une menace à l'égard du pouvoir exécutif et à l'égard de ses agents. Alors, quand est-ce et comment est-ce que la Révolution a posé ce grand principe qui est fondateur de notre organisation juridictionnelle? Eh bien, elle l'a posé par une loi très célèbre que vous devez connaître, qui est la loi des 16 et 24 août 1790. Quel est le principe que pose la loi des 16 et 24 août 1790? Eh bien, c'est ceci, je vous le cite un peu de mémoire, les tribunaux ne pourront, à peine de forfaiture, ce qui est un mot très fort, à peine de forfaiture, connaître des actes des administrateurs dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, vous réentendrez, vous réécouterez évidemment cette formule, et vous y retiendrez que elle crée, cette formule, la loi du 16 et 24 août 1790, elle crée un vaste espace dans lequel les tribunaux ne peuvent pas rentrer. C'est tout l'espace de l'activité du pouvoir exécutif, accessoirement du pouvoir législatif, mais surtout du pouvoir exécutif. Donc, la loi des 16 et 24 août 1790 a créé une sorte d'immunité juridictionnelle. Il n'y avait plus de juge pour les agents du pouvoir exécutif, et bien sûr, le pouvoir exécutif lui-même. Alors, nous verrons évidemment que ce vide paraissait absolument insupportable et que
toute l'histoire du 19e siècle, et même en partie du 20e siècle, va être de combler ce vide pour qu'il y ait des juges pour l'administration. Mais en 1790, il n'est pas comblé, c'est un trou béant qui est creusé. Donc vous comprenez que dès lors, le pouvoir judiciaire, au sens de la théorie de la séparation des pouvoirs, et selon l'exemple américain, ne pouvait plus exister en France, puisque le pouvoir exécutif et ses agents étaient en quelque sorte libérés du contrôle et de la juridiction des juges. Dès lors, il n'y a plus de pouvoir judiciaire global, unique, et nous allons voir comment ce pouvoir va être divisé. Ça, c'est la première idée en introduction historique. Et puis, il y a une deuxième idée en introduction historique qui vous montre également comment la Révolution a brisé en quelque sorte le mythe d'un pouvoir judiciaire pour le fractionner, comme nous allons le voir dans toute cette partie, comme nous avons déjà commencé à le voir. Eh bien, c'est la relation unissant les autorités juridictionnelles avec le pouvoir législatif. Normalement, évidemment, comme ça se passe aux États-Unis, dans l'optique d'un pouvoir judiciaire autonome et bien séparé, le pouvoir judiciaire pourrait demander des comptes au pouvoir législatif. Avez-vous bien fait la loi ? La question qui apparaîtra plus tard, mais c'est bien celle-ci, est-ce que vous avez respecté, en faisant la loi, la Constitution ? Nous avions vu qu'aux États-Unis, la réponse à cette question s'est imposée dès 1804 avec la reine Marbury versus Madison, puisque la Cour suprême américaine a dit qu'elle était compétente, en 1804, avec cet arrêt, elle était compétente pour vérifier si le pouvoir législatif avait bel et bien respecté la Constitution. Eh bien, en France, ce cheminement qu'ont connu les Américains en 1804, nous ne l'avons pas eu. Nous ne l'avons pas eu parce que deux mouvements différents, de particularités françaises, ont empêché ce mouvement. Alors, la première particularité, elle est à chercher dans la philosophie du XVIIIe siècle, et en particulier chez Rousseau, avec cette idée que la loi est l'expression de la volonté générale. Vous vous souvenez, vous avez étudié ça en philosophie, pour Rousseau, pour des raisons complexes qu'on ne va pas reprendre ici, pour Rousseau, eh bien, la loi exprime toujours la volonté générale à un moment. Donc, si la loi exprime la volonté générale à un moment, on ne peut pas la contraindre à respecter une constitution, quelque forte que soit cette constitution, parce que cette constitution exprime la volonté générale à un moment passé. Et elle serait en quelque sorte annulée par l'expression postérieure, actuelle, de la volonté générale. Vous comprenez, je l'espère, pour quelle raison il n'est pas possible, dans la conception rousseauiste de la loi, que la loi puisse être limitée, puisse être obligée par une juridiction à respecter une loi, expression d'une volonté générale antérieure, qu'est la Constitution. Voilà, cette idée très forte en France à cause de l'importance de Rousseau dans la pensée politique française. Et puis il y a une deuxième raison, plus terre-à-terre et plus politique, c'est qu'évidemment, au XIXe siècle, sous la pression du modèle représentatif, dû, lui, à Sieyès, comme nous l'avons vu, sous la pression du modèle représentatif, eh bien, les membres du Parlement se sont en quelque sorte emparés de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale est devenue une souveraineté parlementaire, une souveraineté possédée par les membres du Parlement, et les membres du Parlement ont considéré que puisqu'ils étaient l'expression de la volonté, pas de la volonté générale, oui bien sûr, mais également de la souveraineté nationale, eh bien, leurs décisions, leurs lois, ne pouvaient pas être contrôlées, ne pouvaient pas être limitées. Vous voyez, c'est la conjonction de ces deux mouvements historiques un peu parallèles qui fait que la France, historiquement, s'est méfiée du contrôle de la constitutionnalité des lois. Donc voilà comment, historiquement, le pouvoir judiciaire, tel qu'il résultait de la théorie générale de la séparation des pouvoirs et de l'exemple américain, s'est trouvé en partie vidé de son sens et, nous allons le voir, fractionné. Voilà pourquoi, au lieu de vous parler dans cette troisième partie d'un pouvoir judiciaire unique, je suis obligé de vous parler par une périphrase des pouvoirs juridictionnels. Alors, vous comprenez pour quelle raison. Évidemment,
dans cette partie, cette troisième partie, il y a 2 chapitres de prévus. Un premier chapitre dans lequel je vais vous parler de l'autorité judiciaire et de l'autorité et de la juridiction administrative. Je vais en parler brièvement parce que normalement ces questions-là sont au programme d'autres cours. Tout ce qui concerne l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires, on en parle dans le cours de procédure civile en général, tandis que tout ce qui concerne la juridiction administrative, on en parle dans le cours de droit administratif l'année prochaine pour vous. Voilà. Par contre, bien évidemment, tout ce qui concerne la juridiction constitutionnelle, on en parle uniquement dans le cours de droit constitutionnel et j'insiste davantage là-dessus. Mais alors, quelques mots donc rapides pour vous camper le décor dans ce qui aurait été un premier chapitre dans le cours complet sur l'autorité judiciaire et la juridiction administrative. Vous comprenez que je suis obligé de fractionner en 2 parce que la loi des 16 et 24 août 1790, en interdisant aux juges de s'occuper des actes des administrateurs, a d'une part fractionné leur métier et a posé la question de savoir quelles seraient les juridictions compétentes pour connaître des actes des administrateurs. Alors, quelques mots, d'abord, dans une première section, sur la question des juridictions judiciaires et de leur indépendance. D'abord, vous observerez que dans la Constitution, on parle des juridictions judiciaires. On n'emploie pas le mot pouvoir judiciaire et l'expression pouvoir judiciaire pour les raisons que j'ai essayé de vous dépeindre avant, mais on parle, cette expression de notre Constitution, on parle de l'autorité judiciaire. Vous avez tout un titre de la Constitution, le titre 8 de la Constitution, qui concerne l'autorité judiciaire. Quand on parle de l'autorité judiciaire, c'est évidemment une restriction, une réduction par rapport à ce qu'aurait été un pouvoir judiciaire unique. On parle uniquement des tribunaux judiciaires. Alors, quels sont ces tribunaux judiciaires ? Eh bien, c'est toute une hiérarchie de juridictions qui est formée sous la coupe, en quelque sorte, sous la coiffure de la Cour de cassation. Toute une pyramide des juridictions qui, en dernière analyse, repose sous le contrôle de la Cour de cassation. Alors, quand est-ce que cette organisation, cet ordre judiciaire s'est créé ? Eh bien, la Révolution, on l'a vu, avait supprimé les juridictions de l'Ancien Régime et elle a essayé de reconstruire une nouvelle pyramide de juridictions orientée sous le contrôle, en dernière analyse, d'un tribunal de cassation. Mais l'œuvre de la Révolution, l'œuvre sur le plan de l'organisation juridictionnelle, a été un peu compliquée, puisque c'est toute l'histoire de la Révolution qui a été compliquée, et en définitive, c'est Bonaparte, puis Napoléon Ier, qui parfaiteront, en quelque sorte, l'organisation des tribunaux tels que nous les connaissons aujourd'hui, avec la Cour de cassation au sommet, des cours d'appel en dessous, et puis à la base, une série de juridictions un peu compliquées, un catalogue de juridictions un peu compliqué, mais le tout formant une famille qui est sous le contrôle de la Cour de cassation. C'est Napoléon qui a indiscutablement réalisé cette organisation juridictionnelle globale qui est celle que nous avons aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que cet ensemble de tribunaux organisés sous le contrôle de la Cour de cassation n'a récupéré qu'une partie seulement du pouvoir judiciaire théorique de la théorie de la séparation des pouvoirs, puisque, bien évidemment, la loi des 16 et 24 août 1790 lui a retiré toute la question d'un contentieux administratif, c'est-à-dire le contentieux de l'action du pouvoir exécutif et de ses agents. Alors, du point de vue de l'organisation judiciaire, de cette autorité judiciaire, vous la verrez dans les cours de procédure civile. Mais qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue du droit constitutionnel, puisque quand même, elle occupe tout un titre 8 de la Constitution. Eh bien, le titre 8 de la Constitution, il organise l'indépendance de l'autorité judiciaire. Puisque l'autorité judiciaire est l'héritière d'un morceau du pouvoir judiciaire originel, eh bien, elle doit bénéficier, évidemment, de cette caractéristique du pouvoir judiciaire dans la théorie de la séparation des pouvoirs, qui est l'indépendance par rapport aux deux autres pouvoirs exécutifs et législatifs.
Et finalement, dans la Constitution, nous avons essentiellement l'organisation de l'indépendance de l'autorité judiciaire qui est ainsi affirmée. Vous avez notamment l'affirmation de cette indépendance dans l'article 64 de la Constitution, qui pose le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, et vous avez à l'article 66 une disposition qui indique que cette autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. La liberté des individus est protégée par l'autorité judiciaire et donc par tous ces tribunaux qui sont placés sous le contrôle de la Cour de cassation. Alors, comment est-ce que la Constitution organise l'indépendance de l'autorité judiciaire? Eh bien, vous voyez dans les articles 64 et 65 de la Constitution, vous voyez un peu une hésitation. Qui va garantir l'organisation de l'indépendance de l'autorité judiciaire? Eh bien, une première tradition qui est apparue très tôt, au lendemain de la Révolution, et puis sous Bonaparte et sous l'Empire, une première tradition qui est encore bien présente dans notre Constitution française, considère que c'est le chef de l'État qui est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. C'est encore ce que dit l'article 64 de la Constitution. Le président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Quand vous lisez ça, vous vous dites, c'est le président de la République qui doit protéger l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et tout de suite, vous vous dites, comment c'est possible ? Puisque aujourd'hui, notre président de la République, dans la Constitution de 58, élu au suffrage universel, etc., il est bien plus qu'un garant, il est un acteur, non seulement un acteur, mais il est celui qui détermine la politique de la nation. Donc c'est difficile de considérer qu'il soit le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire parce qu'il est un peu jugé parti. Ben oui, mais jusqu'au 1958 et même au-delà, on considérait qu'il n'y avait pas d'autre autorité suffisamment majestueuse, si j'ose dire, suffisamment sûre pour garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire, et une longue tradition voulait que ce soit le président de la République. Alors, ça peut se comprendre dans la mesure où le président de la Troisième et de la Quatrième République étaient des chefs d'État de régime parlementaire pur. Et donc, on pouvait comprendre qu'ils soient, étant les arbitres, ne participant pas directement à l'exercice du pouvoir politique, on pouvait comprendre qu'ils soient les arbitres, comme la reine d'Angleterre aujourd'hui, qui officiellement nomme les juges en Angleterre, mais ça ne pose aucun problème, puisque la reine d'Angleterre, comme vous le savez, elle règne, mais elle ne gouverne pas. Voilà. Donc on avait pu comprendre que ça se passe comme ça, et que la Constitution de 58 reproduise cette phrase en disant que le président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Mais vous comprenez bien qu'avec l'évolution du rôle du président de la République sous la Ve République, c'est plus possible, c'était plus possible. Alors, vous voyez dans la Constitution une deuxième tradition qui apparaît pour organiser l'indépendance de l'autorité judiciaire, et c'est confier la protection de cette indépendance à un conseil qui, indépendant lui-même, dont l'indépendance est garantie et organisée par la Constitution, et qui va protéger l'indépendance de l'autorité judiciaire. Ce conseil, vous l'avez compris, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature, il a une histoire antérieure à la Constitution de 58. Il existait déjà dans la Constitution de 1875, il existe encore dans la Constitution de 1946, mais c'est dans la Constitution de 1958 qu'il va prendre tout son sens et tout son rôle. Alors, je vous explique en deux mots l'idée qui préside à ce rôle du Conseil supérieur de la magistrature, c'est en réalité de lui confier un pouvoir accru en matière de nomination de magistrats. Si les magistrats sont nommés d'une façon ou d'une autre par ou avec l'accord du Conseil supérieur de la magistrature, eh bien à ce moment-là, ils sont rendus indépendants par rapport au pouvoir exécutif, même si c'est lui qui gère leur carrière. Donc c'est ça l'idée force qui a présidé à la mise en place et à l'affermissement du pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature en 1958. Vous allez avoir effectivement
un Conseil supérieur de la magistrature formé de membres indépendants et qui va avoir un rôle particulier dans la nomination des magistrats. Dès 1958, cette opération commence. Dès 1958, on décide que les membres de la Cour de cassation, c'est-à-dire les plus élevés dans la pyramide des tribunaux judiciaires, vont être nommés, choisis directement par le Conseil supérieur de la magistrature. Pour respecter les apparences, on le dira que le Conseil supérieur de la magistrature va proposer leur nom au président de la République qui les nommera. Mais évidemment, les membres de la Cour de cassation sont des magistrats qui interviennent, pas pour toutes les affaires, qu'à un processus ultime de la procédure judiciaire. L'immense majorité des affaires n'arrivent pas à la Cour de cassation. Donc en 1993, on a estimé que la garantie d'origine n'était pas suffisante et on a décidé que les membres du Conseil de la magistrature auraient un avis prépondérant que l'exécutif doit suivre pour la nomination non seulement des membres de la Cour de cassation, mais encore des premiers présidents de cour d'appel et des présidents de tribunaux. On aurait pu décider que, c'est une question qui est encore ouverte, que le Conseil supérieur de la magistrature nomme tous les magistrats. Mais ça veut dire nommer 7000 ou 8000 magistrats, ça suppose donc une infrastructure administrative assez lourde, et on a considéré, lors de la révision de 1993, que la garantie était suffisante si le Conseil supérieur de la magistrature nomme non seulement les conseillers à la Cour de cassation, mais encore les chefs des cours d'appel et les chefs des tribunaux. Peut-être que ça évoluera, peut-être qu'un jour le Conseil supérieur de la magistrature récupérera la nomination de tous les magistrats de l'ordre judiciaire, les 8000 et quelques magistrats de l'ordre judiciaire, mais aujourd'hui, son rôle est limité à la nomination des premiers présidents de cour d'appel, des présidents de tribunaux et des magistrats à la Cour de cassation. Donc, sa compétence s'est en quelque sorte accrue, mais évidemment, la question de ce système, c'est comment garantir l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature. Dans le système initial de la Constitution de 1958, les membres du Conseil supérieur étaient nommés par le président de la République, donc pas vraiment indépendants par rapport à lui. Donc la révision constitutionnelle de 1993 s'est attachée à donner une plus grande indépendance à la nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Désormais, c'est la situation actuelle, un certain nombre de membres sont nommés par le président de la République, un autre nombre de membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et un autre par le président du Sénat. C'est un système que vous reconnaissez, c'est celui qu'on avait utilisé pour les membres du Conseil constitutionnel. Eh bien, nous l'avons pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature, mais ces membres nommés par les trois grandes autorités de l'État ne sont pas les seuls membres. Il y a aussi un certain nombre de membres qui sont élus par les magistrats. Alors, comment sont-ils élus, évidemment? Est-ce que les membres élus par les magistrats doivent être plus nombreux que les membres nommés par les autorités politiques que j'ai évoquées? C'est une question qui est évidemment très discutée et qui peut, dans l'avenir, être amenée à évoluer si nous avons une révision de la Constitution. Mais c'est en tout cas la solution qu'a choisie la Constitution de 1958, révisée en 1993. Donc vous avez dans la Constitution l'organisation de l'indépendance de l'autorité judiciaire, avec le président de la République, qui est quand même l'élu de tous les Français et qui est évidemment une certaine garantie, mais aussi parce que le président de la République est une institution politique qui détermine aujourd'hui, dans les faits, la politique du gouvernement, mais aussi un Conseil supérieur de la magistrature à qui la Constitution, dans la révision de 93, a confié la nomination des plus hauts magistrats qui vont couvrir de leur poste, qui vont couvrir l'indépendance, qui vont assurer l'indépendance de tous les autres. Est-ce que le système est parfait? Probablement pas. Est-ce qu'il évoluera dans l'avenir? Probablement. Mais pour l'instant, nous en sommes à ce point et c'est cela qu'organise le titre 8 de la Constitution. Je m'aperçois que cette vidéo fait déjà 30 minutes, alors je décide devant vous de l'arrêter
et de renvoyer à une deuxième vidéo la présentation de l'organisation de la juridiction administrative, parce que c'est pas facile de charger évidemment les vidéos, il faut beaucoup trop de temps, donc 30 minutes me paraissent largement suffisants. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo qui suit.